Bonjour à tous, c'est Mathieu, ravi de vous retrouver sur CPI Sport pour un nouvel épisode de Planète Sport. Un petit peu particulier celui-là, puisqu'on a choisi de vous concocter une édition spéciale. En effet, cette semaine, mardi soir plus exactement, c'est la grande reprise de la nouvelle saison de NBA. Donc on va vous faire une édition spéciale aujourd'hui sur la NBA avec Loïc Salut. et Guillaume. Salut. Donc, au menu aujourd'hui, on va commencer avec le retour sur ce qui s'est passé un petit peu cet été sur le marché américain, avec en particulier trois joueurs assez emblématiques de la ligue qui ont changé de franchise. Je vous laisse, je vous donne pas encore les noms, je vais vous laisser la surprise. Ensuite, on va avoir la partie centrale habituelle dans Planet Sport, un débat à trois autour de LeBron James, qui, comme vous le savez probablement, est parti des Cavs pour rejoindre Los Angeles et les Lakers. Et enfin, on va finir avec trois franchises, donc une chacun, que l'on a choisi de vous présenter, plus particulièrement dans l'optique de la saison à venir. Là encore, je vous laisse la surprise de savoir qui on va vous présenter. Évidemment, dans notre format d'une demi-heure, on n'aura pas le temps de vous faire une grande preview de toute la NBA 2018-2019, hein, ça vous y attendez. Mais on va essayer voilà, d'insister sur des points qui nous semblent vraiment intéressants à aborder à l'approche de cette saison. Euh, on va donc commencer avec la partie retour sur la free agency sur le marché de cet été. Et je vais donner d'abord la parole à Loïc pour un mouvement qui a fait énormément parler, celui de DeMarcus Cousins. Et voilà, Demarcus, agent libre cet été, non restreint, qui s'était blessé gravement fin janvier, début février, grosse blessure, et qui a donc décidé de rejoindre les Warriors cet été. Et tout ça pour la modique mid-level exception, donc à 5 millions de la saison. Donc ça, c'est un mouvement qui a énormément fait parler cet été. À ce qui paraît, donc les Pélicans n'ont même pas essayé de faire une offre. Enfin, ça, c'était vraiment les infos qu'on a reçues, sans être vraiment sûr. Vraiment mouvement extrêmement qui a par exemple fait polémiquer dans la ligue. Donc vraiment le mouvement genre je veux une bague et je vais l'avoir cette année avec les Warriors. Il aurait peut-être pu choisir autre part, mais ça peut se comprendre aussi du point de vue du joueur. Il revient de blessure, il pourra revenir tranquillement. Il n'y a aucune pression de la part des Warriors à ce sujet-là. Il pourra revenir à son rythme sans avoir un temps de jeu monstrueux dès le début. Et puis montrer qu'il est toujours le même, qu'il est revenu à fond de sa blessure et pourquoi pas gagner un titre à la fin de la saison pour ensuite empocher un pactole l'été prochain, qu'il aura très certainement s'il est revenu à son très haut niveau. Donc mouvement certes très problématique pour la ligue, mais ça peut se comprendre du point de vue du joueur. Mais quand même, ça reste très très inéquilibré du coup pour la ligue et du coup les Warriors restent énormément grands favoris pour leur succession au titre et le three-peat éventuel quoi. Voilà. Ok, c'était le point sur DeMarcus Cousins, effectivement, mouvement assez commenté un peu partout sur la planète basket. On nous dit que les Warriors tuent le championnat, que Cousins a un petit peu vendu son âme, etc., etc. Il y a d'autres aspects, comme tu les as assez bien soulignés, qu'il C'est faut ça. garder en ligne de mire. Et personnellement, je ne suis pas convaincu que le championnat soit déjà joué d'avance, même si évidemment les Warriors seront favoris. Favori, certes, mais pas tué non plus. Quoi. Il y aura toujours un peu, si des blessures arrivent au cours de saison, on sait jamais ce qui peut se passer. Enfin, ça Exactement. reste Et une puis, on ligue ne sait ouverte. Hein. pas, comme tu l'as très bien dit, à quel niveau va pouvoir revenir DeMarcus Cousins. On retrouvera peut-être pas non plus le DeMarcus Voilà. qu'on a vu. Et, et quel temps de jeu il aura. Imaginons s'il faut un peu éventuellement le bordel dans le vestiaire. Est-ce que Steve Kerr va lui faire confiance? Est-ce qu'il aura le temps de jeu est-ce qu'il finira les matchs éventuellement? Parce qu'on avait le death line-up les saisons précédentes, donc sans de vrais grands 5 avec Draymond au poste 5. Est-ce qu'on pourra retrouver des séquences comme ça ou est-ce que c'est Cousins qui finira les matchs? On verra au fur et à mesure de la saison comment ça va se goupiller. Mais voilà, mouvement. Voilà, Demarcus.
Ok, bah, Guillaume, à ton tour alors pour un joueur dans une optique complètement différente, Carmelo Anthony? Moi, j'enchaîne sur Carmelo Anthony, donc issu de la draft 2003. La deuxième partie de carrière de Melo, elle est pour le moment instable. Donc il avait passé 7 années à New York avant d'être échangé l'été dernier, 2 jours avant le début du training camp, donc pour rejoindre le Thunder d'Oklahoma City. Et on va pas se mentir, la saison régulière du Thunder a été très très décevante. Ils ont fini quatrième, ils se sont fait sortir au premier tour par une équipe d'Utah solide, même si l'absence d'André Robertson est dommageable et a beaucoup de choses à voir là-dedans. En tout cas, dans cette équipe, Melo, il a jamais réussi à trouver ses marques, et l'équipe autour n'a pas non plus réussi à trouver ses marques. Arriver 2 jours avant le début du training camp, c'est toujours compliqué aussi pour le coach de monter une alchimie, de réfléchir à son playbook, etc. Ça a été très difficile. Et donc dans l'optique de le conserver, vu qu'il lui restait encore une année de contrat, donc dans cette saison 2018-2019, Oklahoma City voulait le placer en 6e homme, mais au sortir de la défaite contre Utah, il y a eu des déclarations assez évasives du personnage, notamment qu'il voulait pas que son rôle baisse, etc., etc. Et ça a conduit à un échange avec Atlanta. Donc l'ailier est resté quelques heures seulement dans l'effectif d'Atlanta, juste administrativement, avant d'être coupé d'un commun accord, bien sûr. Et il décide alors de rejoindre les Rockets de Houston avec son grand ami Chris Paul pour le minimum, donc 2,4 millions de dollars. Et pour Carmelo Anthony, cette saison sera déterminante pour la suite de sa carrière, et notamment la valeur de ses prochains contrats, ou de son prochain contrat, parce qu'il commence à se faire vieux. Et contrairement à LeBron James, c'est un joueur qui est assez unidimensionnel, qui ralentit beaucoup de jeux, et qui est de moins en moins, qui a de moins en moins la cote dans la NBA actuelle. Donc ça va être très intéressant de voir comment il va être utilisé par Mike D'Antoni. On sait que l'historique entre les deux hommes n'est pas forcément des plus reluisants, notamment l'histoire à New York, c'est mal fini. Donc il faudra voir ce qui lancera cette saison. Ouais, probablement un joueur de rotation sur le banc pour Houston. Alors on sait pas trop justement, le casse-tête de Mike D'Antoni, c'est est-ce que si tu le mets sur le banc, est-ce qu'il fait pas la tronche, est-ce que par hasard Mike D'Antoni va pas commencer par le mettre dans le 5 majeur, lui montrer voilà tu vois ça marche pas, c'est peut-être mieux pour toi si tu passes 6e homme. C'est assez compliqué, surtout dans cet effectif des Rockets qui a beaucoup changé cet été. Ils ont perdu leur stopper défensif qui était Trevor Ariza et Luke Mbamute. Euh, Carmelo Anthony va être en concurrence avec PJ Tucker. Ouais, j'ai vu des déclarations récentes comme quoi Melo serait pas fermé en tout cas à un rôle sur le banc. C'est plus du tout la même musique que l'été dernier. Bah, c'est déjà un bon truc de sa part, quoi. Au moins, le discours est déjà mieux et plus intéressant, quoi, de sa part. Après, on va voir comment ça se goupille dans la saison aussi. Ok, donc ça c'était le deuxième mouvement de cette édition spéciale. Moi je vais vous parler d'un autre mouvement, cette fois sous la forme d'un trade. C'est Kawhi Leonard et Danny Green qui s'en vont vers Toronto. Et DeMar DeRozan avec Jakob Poeltl, plus un tour de draft 2019 qui font le chemin inverse depuis Toronto vers San Antonio. Alors, trade, là encore, très discuté, très commenté. Déjà, première chose par rapport à DeMar DeRozan, qui a été viré un peu comme un malpropre de la franchise canadienne par Masai Ujiri, alors il avait toujours clamé haut et fort son amour pour la franchise. Il avait envie d'y rester toute sa carrière, etc. Ça s'est fait dans des conditions un peu particulières. Lui a clairement déclaré qu'il avait été très triste de la manière dont s'étaient faites les choses, etc. Maintenant, Toronto l'a fait parce que l'opportunité Kawhi s'est présentée. Je vais rappeler que Kawhi, ça a été une saison quasi blanche l'année dernière. Il y a eu une blessure dont il est jamais vraiment revenu. La frontière entre la blessure physique et la blessure psychologique a été très difficile à déterminer. C'était un peu l'omerta du côté des Spurs à ce niveau-là. On n'en entendait pas trop parler. Le clan, on avait l'impression qu'il y avait vraiment une opposition entre le clan Kawhi, en particulier son nom, et la franchise. Donc voilà, il y a eu une rupture entre Kawhi Leonard et les Spurs. C'est lui qui a demandé
à être transféré. Du côté des Spurs, je pense que récupérer des MDR plus Poltol et un pic de draft, c'est quand même vraiment bien par rapport au fait, je ne juge pas la qualité de Kawhi qui reste un des meilleurs joueurs de la NBA intrinsèquement, mais par rapport au fait qu'il avait demandé son transfert et qu'on avait atteint un petit peu le point de non-retour, eux s'en sortent très, très bien selon moi, avec les pièces qu'ils récupèrent. Mais d'un côté, on pourrait presque dire que c'est du gagnant-gagnant parce que je pense que Toronto mise aussi sur un joueur qui, comme je l'ai dit, fait partie des tout meilleurs, sur un All-Star clair et net qui fait partie des tout meilleurs de la NBA, qui va arriver, c'est pas un détail selon moi, avec son compère Danny Green. On sait que c'est des joueurs qui tournent bien ensemble, qui va pouvoir faire plaisir au nouveau coach des Raptors puisque Dwayne Casey est parti, mais qui va pas, le nouveau coach sera selon moi pas en grande rupture avec ce qu'a fait Casey puisqu'il était déjà membre du staff l'année dernière. On sait que Toronto est une franchise qui s'appuie beaucoup sur le collectif, sur la défense, et dans cette optique-là d'avoir Kawhi et Danny Green, à mon avis, ça devrait bien fonctionner. En plus, Kawhi aura le rôle de leader d'attaque. Ça, il faudra voir comment il arrive à le gérer. Est-ce qu'il s'est vraiment bien remis de sa blessure qui est toujours aussi énigmatique ou pas? C'est la question pour la saison à venir. Il a un petit peu de pression, certes, mais la franchise elle-même a peut-être encore plus de pression, puisque si ça fonctionne pas, et surtout, chose importante, si Kawhi ne reste pas à la fin de la saison, puisqu'il a une player option à 21 millions, donc il peut clairement choisir d'aller voir ailleurs. Toronto aura perdu Demar DeRozan pour finalement pas grand-chose. Voilà, je pense qu'ils ont vraiment basé ce trade sur l'espoir que Kawhi reste. Quelque chose à ajouter? Non, Je mais en pense fait, ils qu'ils ont sont. clairement. Vas-y, Luc. Je pense qu'ils ont clairement, ils essaient clairement de s'inspirer du trade qu'a réalisé le Thunder pour Paul George. Vraiment, c'est un an d'essai. On va essayer de le faire apprécier la ville, apprécier la franchise, les fans et tout ce qui va avec. Donc, c'est vraiment un an de pub à 100%, dire reste ici, tu vas être bien. Et puis, c'était le pari réalisé par la franchise. Et je pense que il y a des fortes chances que ce soit réussi à la fin. Donc, vas-y, Guillaume. Non, bah, Ça j'allais dire exactement la même chose que toi, Ah oui. qu'ils sont inspirés du trade de Paul George. Et vrai que Paul George n'a même pas donné de rendez-vous aux Lakers. Donc voilà, ça va être l'objectif, ça va clairement être de reproduire ce schéma-là, et ça va être, ouais, comme tu dis, un an pas de période d'essai, mais de convaincre le joueur de rester. Et qu'on verra, si Kawhi est engagé, on verra Toronto au sommet de la conférence Est, normalement. Ok. Ça, c'était donc la première partie de notre podcast qui s'achève maintenant. On va passer désormais à la deuxième partie qui est consacrée à 100% au départ de LeBron James, le King, comme on l'appelle, le joueur emblématique de la NBA, qui a choisi de quitter pour la deuxième fois de sa carrière sa franchise de cœur, les Cleveland Cavaliers, pour rejoindre le beau marché de Los Angeles et en particulier des Lakers. Qui veut commencer? Je prends la main. Allez. Alors pour moi, la décision de LeBron James, elle a plein d'aspects. Elle a l'aspect sportif, elle a l'aspect business notamment. Sur l'aspect sportif, c'est pas compliqué. LeBron James a déjà gagné des titres à Miami, est revenu à Cleveland, a gagné un titre pour son équipe, et maintenant il n'a plus rien à prouver. Donc il a vécu l'envie, c'est peut-être de pouvoir continuer à jouer le titre, mais aussi de pouvoir s'épanouir dans un endroit qui est sain pour sa famille et de faire croître l'autre côté, le côté business, qu'il a déjà signé un contrat à vie avec Nike, et en arrivant bien entendu à Los Angeles, il va pouvoir faire fructifier son business avec Hollywood. Ça a déjà commencé parce qu'il a déjà lancé des émissions, notamment sur sa plateforme The Undefeated. Donc parce que voilà, il y a plein de choses. Il est en train de charmer Los Angeles et tout Hollywood. Il serait peut-être pas étonnant de le voir en tant qu'acteur, en tant que producteur d'ici dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et c'est aussi pour ça qu'il a signé un contrat de 4 ans, qui est un contrat long. On se rappelle que ces dernières saisons, c'était du 1+1.
et ça a été 3-1 plus 1 de suite, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, après, du côté sportif, cette première année va être très difficile. Alors, Vas-y, moi, je vais Loïc. rebondir là-dessus. Ah, Je, je- vas-y, Mathieu. ouais, ok. Je serais plus optimiste que toi par rapport au côté sportif. Alors bon, on a déjà vu un petit peu entre nous, on n'a pas forcément tous les mêmes pronostics, etc. pour la saison à venir, c'est normal. Moi, je pense que, alors je dis pas qu'ils vont aller chercher une bague, hein, on est bien d'accord à ce niveau-là, mais je pense que vu les pièces qu'on a amenées autour de LeBron James, je pense notamment à Rajon Rondo, à Len Stephenson, Javal McGee, etc., qui sont selon moi des bons joueurs. Alors, je suis d'accord que ça fait pas non plus un contender, quoi, mais ça fait une équipe qui a largement le niveau pour accéder aux playoffs, même à l'Ouest, et qui devrait, selon moi, pas trop mal s'en sortir avec au centre de cette équipe LeBron James, qui est un des meilleurs joueurs de l'histoire. On va pas se lancer dans le débat maintenant, mais c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. Et en plus de cette saison-là, qui selon moi devrait plutôt bien se passer, il y a surtout le fait que dans un an, il y a un cap monstrueux qui va se libérer du côté de Los Angeles et ils vont pouvoir reconstruire avec lui en amenant potentiellement une deuxième grosse star. Là, on en revient à l'idée de Kawhi, par exemple, hein. Donc, je suis assez optimiste sur le côté sportif. Je pense que le côté business peut-être a primé sur ce que tu as expliqué, hein, tout ce qu'il y a à développer en Californie. Mais sportivement, ça me semble être possible de construire quelque chose de beau sur ces 4 saisons là où il a signé. Après, moi, je suis aussi plutôt d'accord sur le côté sportif. Enfin, peut-être pas la première saison. La première saison, je pense qu'elle va quand même être compliquée. Je rejoins un peu Guillaume là-dessus. Je sais pas si c'est un effectif qui est construit bizarrement. Je sais pas, j'ai l'impression beaucoup de gars qui doivent avoir la balle pour vivre, qui shootent pas non plus extrêmement bien. On avait vu justement le schéma avec LeBron James, c'est toujours lui balle en main avec 4 snipers autour de lui, pour qu'il puisse driver, puisse ressortir dans les corners, tout ce qui va avec. Donc c'est un schéma qui va être intéressant à suivre. Pas mal de forts caractères aussi. Donc là, Luke Walton va être vraiment mis au défi cette saison, de pouvoir gérer ce vestiaire sans problème. Et puis après, voilà, je pense que c'est vraiment le but de Magic Johnson et Pelinka, c'est l'été prochain, quoi. C'est ramener un gros nom à côté de LeBron. Ça peut être un Jimmy Butler, un Kawhi Leonard, tous les gros noms comme ça qui sont en ligne l'été prochain. Donc on va voir comment ça se goupille. Après voilà, LeBron, un signe fort aussi, c'est ce contrat de 4 ans qui veut vraiment mener une stabilité. Il n'a plus rien à prouver. Il veut essayer de faire revivre cette franchise de Los Angeles. Et puis ouais, les jeunes qui sont autour de lui, par exemple Brandon Ingram, que j'attends beaucoup cette saison, qui devrait, je pense, franchir un palier avec LeBron cette année. Et puis Kyle Kuzma, bien évidemment, toujours l'homme the ball aussi. Donc ça va être une saison intéressante du côté de LA, mais elle risque d'être compliquée, même si ça peut accrocher les playoffs, je pense. Mais voilà, c'est mon petit avis. Bon, moi, je suis d'accord sur les 3 saisons à venir. Après, sur la saison là, 2018-2019, pour moi, c'est une saison de transition, mais c'est dommage de faire une saison de transition avec LeBron James, en fait. C'est perdre une année d'un mec qui a emmené toutes ses équipes en finale depuis 8 ans, c'est quand même dommage, surtout dans une conférence Ouest qui est ultra relevée. Golden State, Houston, Oklahoma, Utah, la Nouvelle-Orléans, etc. C'est quand même ultra relevé. Et donc là, va falloir créer une alchimie entre des mecs qui se connaissent pas, des mecs qui seront là qu'en plus que pour une seule année, parce que de garantie pour la saison 2019-2020, on a LeBron James, Holden qui a été coupé, donc c'est juste son contrat qui reste dans le truc. Lonzo Ball, vraisemblablement, l'option devrait être activée. Brandon Ingram aussi. Mo Wagner qui vient de drafter. Kyle Kuzma et Josh Hart. Tous les autres ont signé que pour une saison. C'est sûr, ça va être sympa. On va pouvoir faire plein de caps. On va pouvoir ramener une, voire 2 superstars. Mais cette saison-là me semble très compliquée. Et il serait pas étonnant qu'arrivé en décembre, les Lakers aient un bilan négatif. Et alors là, ça va mettre un gros coup de pression à LeBron James, à l'effectif, à la franchise, et surtout à Luke Walton qui pourrait faire les frais de cette construction d'effectifs un peu bizarre, surtout que c'est pas Magic Johnson qui a choisi Luke Walton pour être coach.
c'est le précédent board de GM, notamment à Vince Kupchak. Mais tu parles de pression, et c'est là où je suis pas trop d'accord avec toi. Pour moi, il n'y a pas de pression en fait cette saison pour les Lakers. Parce que tu as LeBron qui est sécurisé pendant 4 ans. Donc t'as pas vraiment de pression à avoir cette saison. Et eux, les résultats même ce que LeBron a dit, il veut pas forcément du résultat cette année. Le compétiteur en lui va forcément vouloir du résultat, mais c'est pas obligatoire cette saison. Donc pour moi, vraiment, la pression, elle ne sera pas vraiment là cette année. Ce sera plus à partir du moment où il y aura vraiment une troisième superstar qui va le rejoindre, et là, il y aura des pressions de résultats. Mais là, maintenant, je laisse un peu de temps, je pense. Et je pense qu'ils se laissent du temps aussi eux-mêmes. Et pour revenir sur ce que tu disais, Guillaume, il faut pas non plus sous-estimer ce dont est capable LeBron James. Enfin, je veux dire, le marasme dont il a sorti Cleveland l'année dernière, pour moi, il était encore pire que celui que tu prévois et qui est à peu près logique pour Los Angeles cette année. Alors, la différence, c'est les playoffs, puisque la conférence Ouest est plus relevée que la conférence Est de l'année dernière. Mais mine de rien, c'est un joueur extraordinaire qui, comme on l'a vu, peut faire gagner des matchs à son équipe à lui tout seul, quoi. Oui, ça, je redis pas ça. Moi, je pense juste que même si eux ne se mettent pas de pression, les Lakers, c'est historiquement un gros marché avec plein de bruit autour, plein de buzz, plein de journalistes. Et là, en plus, on rajoute la pièce LeBron James. C'est devenu incroyable. Quand ils ont présenté son maillot au début, là, quand ils ont ouvert le training camp, il y avait X milliers de journalistes. C'était hallucinant. La salle de presse était remplie. Il y a une photo qui résume très bien ça. On voit donc LeBron James pas sur le plateau, mais j'ai oublié le nom. Mais c'est pareil, il est sur cette sorte d'estrade, là, en train de répondre aux questions. Et devant lui, il y a un parterre de journalistes qui est hallucinamment énorme. Et en fait, ça va être polarisant dans toute la NBA, on va parler que de ça. Que de ça, surtout que on va s'intéresser un petit peu aux Rockets, voir comment ça marche. Mais toutes les autres équipes ont travaillé essentiellement dans la continuité. Donc on s'attend à des choses. Et il n'y a que Los Angeles qui a vraiment bougé cet été. Et je pense que ça va vraiment, cette pression médiatique, en plus on rajoute par-dessus ça l'affreux Lavar Ball, et ça peut tout exploser d'ici décembre ou d'ici janvier. Le vestiaire peut forcément, ça peut exploser, bien évidemment, surtout avec la pression médiatique. Pas forcément la pression que les joueurs se mettent ou que la franchise se met, mais les médias vont être vraiment sur les Lakers cette année. Et oui, comme tu dis, il y a des chances que ça puisse exploser. Oui, c'est bien, surtout avec les caractères, comme j'ai dit précédemment, quand il y a dans le vestiaire. Ok, donc pour conclure cette page-là, on peut dire qu'on est clairement dans l'expectative sur ce que ça va donner chez les Lakers, que le mouvement de LeBron James, le choix d'aller là-bas est plutôt logique, somme toute, qu'il y a l'opportunité d'aller chercher une bague à l'horizon 2020-2021, mais que il va falloir passer avec succès cette saison de transition, comme tu l'as bien dit, Guillaume. Après, on n'est pas tous d'accord sur le côté plutôt optimiste ou plutôt pessimiste, mais les faits restent les mêmes. Bah justement, quels sont les pronostics de chacun? En saison régulière, tu parles? Ouais, saison régulière, et puis après tu peux dire en playoff jusqu'où tu penses y vont aller, mais vas-y, je me dis tout. Moi, je les verrais bien autour de la 5e ou 6e place à la lutte avec Denver. Les 4 premiers, pour moi, sont assez clairs. Tu les as donnés. Derrière, ça va jouer avec Denver, avec New Orleans notamment. Voilà, je les vois dans ces horizons-là, mais plutôt ouais, 5e, 6e. Loïc? Moi, j'avais prévu dans mes pronostics, j'ai mis les Lakers 7e à l'Ouest cette saison. Donc, selon mes pronos, ça tomberait contre le Thunder au premier tour de playoff. Et pour moi, ça me paraît compliqué de passer cette idée. Donc, pour moi, vraiment, ça s'arrête. Si ça va en playoff, ça s'arrête au premier tour. À part si LeBron nous fait encore mentir. Mais ouais, voilà. Donc, 7, 8e de conférence. Et puis, après, ça s'arrête au premier tour, quoi. Puis, et on voit l'été, on voit l'année prochaine, surtout, quoi. Bien. Bah moi c'est 8e et sorti sèchement au premier tour par les Warriors. Okay. Donc, ouais, ouais, on se rejoint tous sur la sortie au premier tour, quoi. On se rejoint tous là-dessus. Voilà. Après, LeBron, il ne faudra pas trop le sous-estimer non plus. Il nous a assez menti par le passé. On verra. Sur une série de playoffs, tout peut arriver, mais pour l'instant, c'est pas en sa faveur, on va dire. Voilà.
Ok, dernière page du podcast spécial reprise de la NBA. On va parler chacun d'une franchise qu'on a envie de présenter pour des raisons qu'on va vous donner et qui nous paraît intéressante pour cette saison 2018-2019. On était à l'ouest avec les Lakers, on va y rester pour commencer. Guillaume, c'est toi qui reste sur la conférence ouest? Allez, donc on reste à l'ouest, et moi je vais parler du Thunder d'Oklahoma City, qui après, comme je l'avais dit en introduction, a connu une saison assez décevante en fait l'année dernière, a réussi un gros coup de maître cet été en prolongeant Paul George, qui sera dans la franchise jusqu'en 2021. Lié à ça, donc là aussi la prolongation de Russell Westbrook pour le Supermax, qui sera lui aussi dans la franchise jusqu'en 2021. Steven Adams aussi jusqu'en 2021. Et surtout l'arrivée de Dennis Schroeder en provenance d'Atlanta, donc avec ce fameux trade de Carmelo Anthony, qui sera lui aussi présent jusqu'en 2021. Donc en fait le Thunder va pouvoir travailler sur la continuité des joueurs qui étaient déjà là précédemment, donc Russell Westbrook, Paul George, Steven Adams, André Robertson notamment, Jeremy Grant qui a aussi été prolongé cet été. Donc ça c'est assez important pour Billy Donovan. Et surtout ils vont pouvoir travailler dans la continuité sur les 3 prochaines saisons. Et ce serait pas étonnant que cette saison soit une belle saison. J'imagine bien aller en finale de conférence si on enlève toutes les blessures qui pourraient arriver. Et surtout, à partir de 2020-2021, si l'effectif des Warriors se délite, ils pourraient prendre, et ça dépend aussi de l'effectif des Lakers, bien entendu, mais ça pourrait de nouveau faire des runs jusqu'en finale NBA, à mon sens. Donc voilà, ce gros travail dans la continuité qui va être intéressant, avec vraisemblablement un 5 majeur composé de Russell Westbrook, Paul George, Steven Adams, Jeremy Grant et André Robertson, avec Dennis Schroeder en 6e homme pour suppléer Russell Westbrook. Et d'ailleurs, on retrouve des jeunes et des vieux intéressants, avec notamment Abrines, Patterson, Raymond Felton qui donne toujours des bons coups de main à la main. Un Français, Timothée Luwawu-Cabarrot, qui va se battre pour récupérer quelques minutes. Donc ça va être intéressant. Pour moi, le plus gros problème en fait de l'effectif, il est sur le banc. C'est Billy Donovan qui a jamais réussi à faire grand-chose avec le Thunder. La première année, il a Kevin Durant et Russell Westbrook qui perdent en finale de conférence contre les Warriors. Et depuis, en fait, il bricole. Il n'arrive pas vraiment à sortir le maximum de ses effectifs. Et il me semble bien que c'est une de ses dernières chances, vu que c'est la dernière année de son contrat qui n'a pas été prolongée. Et il se passe en fait la même situation que ce qui s'est passé avec Billy Donovan, avec Scott Brooks, excusez-moi, lors de ces dernières années. Il n'avait pas été prolongé, et les résultats vont être le point critique. Et si ça ne performe pas, il serait peut-être pas étonnant de voir un changement de coach l'été prochain sur le banc de Oklahoma City. Très bien. Ok, Du coup, je pense qu'on le peut te pronostic. rejoindre sur le côté optimiste de la chose, avec, selon moi, effectivement, le problème est sur le banc, mais pas que l'entraîneur, les joueurs aussi. J'ai l'impression que le Thunder va être très très dépendant de Westbrook, George et Adams, et que derrière, ça risque d'être un peu short. Donc en cas de blessure d'un des trois que j'ai cités, ça va changer toute la saison, je pense. En cas de blessure, après c'est comme dans beaucoup d'équipes, il y a beaucoup d'équipes qui voient un trio dominant et des petites pièces à côté. Après voilà, Dennis Schroeder il est capable, il a jamais été dans un environnement qui était un environnement très sain. Là il va être placé en 6e homme. Il peut amener des choses intéressantes, je pense. Ça peut être peut-être la saison de l'explosion pour Abrines ou Luwawu, on sait jamais. Quand il y a des gros joueurs qui polarisent l'attention, c'est des petites frappes qui peuvent mettre des points régulièrement. Donc moi je suis assez optimiste sur ce Thunder, et vraiment ils ont l'envie et la hâte de faire quelque chose après s'être fait sortir sèchement par Utah l'année dernière, qui a été vécu comme une grosse désillusion, à juste titre, par tout l'effectif. Loïc, tu voulais réagir? Oui, je voulais te demander, tu les vois à quelle place cette année, le Thunder, du coup? Moi je les vois 3e de la saison régulière, parce que même si je suis pas très convaincu par Houston, je considère que Houston peut encore finir second. Ils avaient une grosse marge l'année dernière. Et le Thunder est capable de laisser partir quelques matchs qu'ils n'auraient pas laissé partir. Ils sont coutumiers du fait. Mais je les vois bien 3e, et bon, je les vois très bien pouvoir faire l'upset sur Houston, si Houston ne se renforce pas en récupérant par exemple Ariza via un buyout. Si Houston ne se renforce pas défensivement,
En playoff, ça va être une autre paire de manches parce que les défenses s'aiguisent, on sort les barbelés et c'est dans des affrontements qui ressemblent à des guerres de tranchées. Pour moi, le Thunder est bien mieux armé que les Rockets. On est d'accord, ouais. Ok. On se rejoint, ouais. Je vois même le Thunder deuxième de la régulière devant Houston, donc Pour moi aussi, ouais. Donc, très optimiste cette saison tous pour le Thunder, à eux de pas nous décevoir. Bon, on va continuer sur de l'optimisme. Je crois que toi, Loïc, il y a une franchise à l'Est en particulier qui te rend optimiste. C'est ça, cette saison, ouais, j'ai beaucoup d'attentes pour les Bucks de Milwaukee. C'est vraiment une équipe qui m'a séduit entre guillemets sur cet été et que j'attends énormément cette saison, surtout avec Giannis Antetokounmpo au milieu de l'attention, qui je pense cette saison va vraiment faire une saison de calibre MVP mais à 100% quoi. Donc cette saison cet été, c'est vraiment une grosse arrivée, c'est l'arrivée de Mike Budenholzer au coaching, parce que la saison dernière c'était toujours un peu compliqué. Jason Kidd qui se fait virer au début de saison, ensuite Joe Prunty qui prend l'intérim. C'était un peu compliqué au niveau du coaching, c'était un peu le bordel. Donc là maintenant, on amène Mike Budenholzer qui a toujours fait un travail magnifique dans cette franchise de l'AT, surtout à Atlanta récemment. Donc là, ça va être vraiment chouette à regarder. Niveau des arrivées, Brook Lopez également, pivot. Donc là, ça va être plutôt pas mal pour commencer les matchs, en bon complément de Giannis en poste 4. Donc en 5, mais évidemment Lopez. Ensuite, on a aussi l'expérience qui arrive avec Karstan Ilyasova, par exemple. Donc ça, c'est vraiment pour mettre un peu plus de hargne aussi dans cet effectif, qui pourra apporter. Le rookie Dante DiVincenzo aussi qui débarque. Voilà, pour apporter un peu de shooting de ce qu'il va avec. Et en départ, bien sûr, Jabari Parker, donc le projet qui s'arrête à Milwaukee avec lui, qui part aux Bulls en agent libre. Je pense que il y avait vraiment débat au début. Est-ce qu'on garde Jabari, est-ce qu'on met à côté de Giannis, et le management a tranché, donc Jabari s'en va et on laisse la place entière à Giannis. Donc ensuite, voilà, pour la saison, je suis très optimiste. J'attends de voir vraiment cet effectif, comment il va évoluer avec Budenholzer. On a vu déjà sur quelques petits matchs de pré-saison, la balle tourne beaucoup mieux. Giannis est stratosphérique, vraiment dans la lignée de ses dernières saisons. Il continue à être impressionnant. Et donc l'effectif, donc ça va toujours s'articuler autour de Bledsoe à la main, Middleton, Snell, Giannis et puis après Brook Lopez. On peut imaginer des 5 un peu plus petits avec Giannis en 5 éventuellement, pourquoi pas. Donc ouais, saison très intéressante pour ma part de Milwaukee que je vais beaucoup suivre. Et je les vois arriver deuxième à l'Est à la fin de la régulière. Donc c'est un petit pari, je vais les mettre devant les Raptors et les Sixers. Donc on va voir ce que ça peut donner. Et après en playoff, advienne qu'il pourra. Et puis Giannis va être encore une fois très impressionnant et il est dans ma course aux favoris pour les MVP cette saison. Ok, c'était un avis tranché et un avis qui se tient bien. Ça va en régulière, ça va sûrement se tenir avec les Sixers et les Raptors. Moi, je les mettrais plutôt derrière ces deux franchises de la quatrième, mais on est d'accord que ça va pas jouer à grand. Un petit mot encore, Guillaume, peut-être pour conclure sur les Bucks. Ouais, je pense qu'on est quand même tous d'accord. Moi, je le mets bien quatrième. Il va y avoir adaptation avec Mike Budenholzer. Giannis Antetokounmpo progresse d'année en année. Cette pré-saison, alors c'est que la pré-saison, mais il a quand même, on sent qu'il est plus confiant et il est plus à l'aise en s'écartant du cercle, ce qui est une grosse marge de progression qu'il avait cette dernière saison. Et Ouais. s'il commence à être régulier à 4, 5, 6 mètres du cercle, Même ça à 3 va points. être injouable. Ça va être injouable et après il faut juste qu'il soit bien entouré. Pour l'instant il l'est. Pour moi il manque encore un vrai sergent à ses côtés pour passer Middleton peut un devenir. cap. Ah, Passer un Middleton cap. peut. Middleton peut, mais c'est pas, tu vois, c'est pas Kyrie Irving et Gordon Hayward, c'est pas Ben Simmons, c'est Joel Embiid, c'est pas Oui, on est Kyle Lowry et pas DeMar DeRozan justement, Kyle Lowry et Kawhi Leonard. Il manque cette deuxième star pour peut-être passer un cap et aller voir plus loin. Mais en tout cas, la quatrième place est faisable et puis ça sera le vrai poil à gratter en demi-finale. Le premier seed sera peut-être pas content de tomber sur les Bucks en pas du demi-finale. tout, non. Ok, eh ben on va continuer à voir la vie en vert. On va rester à l'Est et on va rester optimiste. Moi, je vais vous parler des Boston Celtics. Je
vais commencer par une phrase un petit peu provocatrice qui risque de faire bondir certains de nos auditeurs. Mais je vais commencer par un semi-pronostic en disant que quand je parlais tout à l'heure des Warriors et de Cousins, je disais qu'ils n'avaient pas encore écrasé la ligue, que s'ils étaient favoris pour la bague, ils étaient loin de l'avoir gagnée. Et si je vois bien une franchise faire tomber les Warriors, bah, c'est les Celtics. C'est les Celtics parce que je reste sur le constat assez splendide de la saison dernière, où ils terminent meilleure défense de la ligue. Tout ça sans Gordon Hayward, on s'en souvient tous, blessé au bout de 5 minutes, le premier match de la saison régulière, qui était le joueur autour duquel ils voulaient construire leur projet. Sans lui, ils ont fait une saison titanesque. Même Kyrie Irving a été absent assez souvent. Bon, mine de rien, il joue quand même 60 matchs, à plus de 24 points, 5 passes, 4 rebonds de moyenne, 49% au shoot. Bon, on peut dire que c'était une belle saison aussi. Mais sans Hayward, bah, y a d'autres joueurs qui se sont révélés. Je pense aux jeunes. Au sommet, je mets Jason Tatum pour ses playoffs parce que justement, il manquait l'expérience d'Hayward et Irving pendant les playoffs. Et c'est finalement la fraîcheur de Tatum qui a porté Boston. Évidemment, Jaylen Brown, qui vont construire le 5 majeur cette année, donc avec Kyrie, Hayward et Al Horford en pivot. Mais ce que j'aime bien aussi dans cette franchise-là, c'est évidemment la profondeur de banc et les dizaines d'options possibles en termes de 5, puisque bah, je vous ai donné le 5 titulaire, mais par exemple, ce qui est bien, c'est qu'Hayward qui revient de blessure, dont on a peu de certitude sur le physique, bah, il n'aura pas besoin de jouer 40 minutes par match en saison régulière, parce que sur le banc, on a Marcus Morris, Aaron Baines dans la raquette, sur les extérieurs, Terry Rozier, Marcus Smart, encore d'autres seconds couteaux, je pense à Ojeleye, Yabusele, Tace, Jabari Bird, leur rookie Rob Williams qu'ils ont drafté en numéro 27 qui est un grand pivot. Enfin voilà, je ne vois presque pas de points faibles dans cet effectif de Boston. On a une profondeur de banc immense. On a un coach qui est un des tout meilleurs, voire le meilleur de la NBA. Le seul bémol, ça sera peut-être finalement la pression parce que c'est une année très importante pour Boston, puisque à l'été prochain, c'est pas dit qu'ils arrivent à conserver toutes leurs pièces. C'est même quasiment impossible. Il y a Kyrie Irving qui va se retrouver en player option, qui est fixé à 21 millions, mais je pense pas qu'il la prenne, il va vouloir plus. Il y a la player option de Al Horford qui est à 30 millions. S'il l'accepte, ça va manger une bonne partie du cap. Et il y a la qualifying offer de Terry Rozier qui va sauter puisqu'elle est à 4 millions. Donc Terry Rozier aura le choix de s'engager dans une autre franchise. Boston peut s'aligner, mais je ne suis pas sûr qu'il le fasse parce qu'il va falloir mettre quand même un bon paquet pour le conserver. Donc l'été prochain va être très mouvementé chez les Celtics. Et du coup, cette saison-là est encore plus importante. Mais ça n'empêche pas que je vois Boston en finale NBA, même si Philadelphie, Toronto et Milwaukee seront des gros concurrents, hein, je les oublie pas, mais je pense que Boston a quand même des armes assez impressionnantes. Et en finale NBA, bah, j'ai envie de vous dire que tout peut arriver et que selon la forme des Warriors et évidemment de Boston, puisque là encore, s'il y a des blessures, bah, ça va forcément compliquer les choses. Mais sur le papier, je vois bien Boston aller chercher le titre. Très bien. Paris très osé hein, pour essayer de concurrencer les Warriors quand même, surtout cette année. Mais je te rejoins. À Boston cette année, ça va être extrêmement sympathique à regarder. Brad Stevens va nous faire encore un chef-d'œuvre avec des vraies pièces cette fois-ci. Ça va être magnifique et on va voir jusqu'à sky is the limit. Donc pour cet effectif. Attention à pas frustrer des gens non plus. Je pense par exemple à Jaylen Brown qui risque de se retrouver peut-être un petit peu en retrait des autres au niveau des clics et shoots, tout ce qui va avec. Mais je fais confiance à Brad Stevens pour ça et puis on va voir jusqu'à où ça peut aller. Mais je te rejoins, c'est un effectif qui est extrêmement séduisant et ultra profond. Un dernier mot, Guillaume, peut-être?
Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi, je dirais pas jusqu'au titre parce que les Warriors ont une attaque formidable qui est couplée à une défense formidable. Voilà, après Kyrie Irving peut prendre un match à son compte, Gordon Hayward peut prendre un match à son compte, mais il n'y a pas encore, enfin il y a un vécu collectif, mais il n'y a pas un vécu collectif complet à cause justement des blessures de Gordon Hayward, de Kyrie Irving etc. Et puis ouais, le problème à Boston c'est la récurrence de la blessure. Kyrie Irving, je crois, a été blessé sur les 3 dernières saisons, à un moment donné dans la saison. Gordon Hayward, on sait que revenir d'une grosse blessure comme ça, c'est difficile. Après, ouais, les jeunes sont intéressants. Rosier, Tatum et Jalen Brown ont fait des grosses saisons la saison dernière. Marcus Smart en bulldog et en aboyeur, ça peut marcher. Alors Ford qui reste toujours avec un toucher formidable et un sens du jeu. Le tout à la baguette de Brad Stevens, c'est super sympa. Moi, je le vois gagner l'Est assez facilement. Après, voilà, quoi, ça va être les aléas du sport. On va regarder les blessures, on va regarder on va aussi regarder comment va se passer la course à l'armement après la deadline, parce que là, on sait que tous les gens tous les joueurs qui sont en fin de contrat vont vouloir être coupés pour aller rejoindre un concurrent au titre. Et là où Boston ne pourra pas forcément ramener du monde vu qu'ils ont déjà un effectif complet, il faudra aussi voir comment les autres vont pouvoir ramener du monde. On sait que Philadelphie avait pu ramener Ilyasova, etc. T'as des gens qui avaient été importants en playoff. Donc faudra être attentif à ça tout au long de la saison. D'accord, donc c'est Boston qui conclut notre podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes satisfait et que vous êtes parés pour cette saison NBA qu'on attend forcément avec impatience, même si on attend encore plus les playoffs, hein. Et en tout cas, voilà, c'était un plaisir de faire ce podcast avec vous. C'était une édition un peu particulière de Planet Sport, évidemment. On rassure ceux qui sont pas forcément 100% fans de basket. On reviendra dès la semaine prochaine avec de l'actualité omnisport. Et du coup, on va se quitter là-dessus en vous souhaitant une bonne semaine en attendant. Salut! Salut, Ciao, et mardi soir, début de la saison. belle reprise. Allez, ciao.